Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parole 2, la chaîne qui donne la parole à des invités aussi inspirants qu'inspirés. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Nathalie Lefebvre. Donc Nathalie, tu es journaliste, tu es directrice de Radio Médecine Douce, tu es coach, tu es une amoureuse de la vie. Voilà, tu es plein de choses. Moi, c'est vrai que je te trouve très inspirante. Je trouve que tes partages sont toujours très spontanés, très percutants. Mais au-delà de ça, je te trouve vraiment vibrante et ce qui me touche beaucoup chez toi, au-delà voilà, de ton audace et de tout ce que tu peux vraiment tous les outils que tu peux partager avec les femmes notamment et le monde, c'est, je trouve que tu es vraiment vivante en fait, que la vie, voilà, que tu émanes une vie, mais vraiment la vie, dans tout son sens noble et large et que tu respires la vie, la vibration de la vie et je suis très heureuse de t'accueillir ici. Merci. Eh ben, bonjour Marie, bonjour à tous. Merci pour cette belle invitation. Et oui, aujourd'hui, il y aurait juste peut-être dans tout ce que tu as présenté un terme qui correspond moins, c'est le terme de journaliste, mais en même temps, c'est pas du tout quelque chose que je renie. C'est vrai que c'était le premier métier que j'avais envie de pouvoir exercer dans ma vie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est venu dans mon cœur d'enfant. J'avais peut-être 7 8 ans où je me souviens que mon frère m'a dit à l'époque ça tirait bien d'être journaliste. C'est resté dans un coin de ma tête. Comme j'aimais écrire, je me suis dit, bah, je vais écrire dans les journaux. Alors au début, j'imaginais écrire dans les journaux féminins, ou même, et c'est revenu plus récemment, de me dire qu'en fait, j'aimais déjà lire Psychologie Magazine quand j'étais assez jeune. Donc je me voyais bien écrire pour la presse, en tout cas. Et l'histoire un peu magique, c'est que à l'âge de 19 ans, j'ai eu la chance de signer justement un CDI pour démarrer ce métier comme journaliste. Et c'est quand même un métier que j'ai fait pendant 9 ans. J'ai atterri dans un groupe de presse qui, alors je ne connaissais rien à ce métier, hein, j'ai tout appris dans l'expérience, mais voilà, ça m'a ouvert un champ des possibles. Et puis mettre de l'information en lumière, aider à être un passeur d'informations, de créer aussi un écrin pour les invités qu'on peut recevoir, de savoir, on m'a souvent dit ça et je prends ça comme un grand, grand compliment, d'avoir le talent de mettre en lumière le talent des autres. Et j'ai pu vraiment développer ça et c'est intéressant parce que c'est cette même compétence d'avoir le talent de mettre en lumière le talent des autres qu'aujourd'hui j'utilise dans ma pratique de coach, voilà, d'accompagnante. Et c'est vraiment ça. Et je pense que je suis aujourd'hui, et de par différents métiers, c'est marrant de voir qu'en fait différentes choses peuvent nous amener au même résultat. Et c'est vrai que mettre les êtres en lumière, en perspective, en profondeur, les aider à se regarder dans tout ce qu'ils sont, et surtout dans toute leur beauté, leur éclat, leur grandeur, leur charisme, etc. Ça, c'est vraiment une mission auquel j'ai envie de répondre chaque jour à travers des diverses productions. Donc aujourd'hui, je me sens plus comme une chef d'entreprise qui produit des contenus divers et variés, audio, vidéo, écrit, et peut-être encore plein d'autres choses artistiques, de scènes. Et voilà, et je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu l'objectif commun, de pouvoir justement, ben, voilà, apporter ces messages pour aider les gens vraiment à se connecter à ce qui a du sens pour Non, eux. mais Aujourd'hui, tous mes métiers convergent dans l'idée justement d'amener les gens à se connecter à ce qui fait sens pour eux, et ce qui leur apporte, ce qui fait sens pour nous. En tout cas, c'est pour moi ce qui nous apporte joie, enthousiasme, sensation d'être à sa place et d'être en vie, comme tu le disais en me présentant. Voilà, c'est vrai que chez moi, il y a tous les jours cet objectif en fait de se sentir vivant. Et c'est pas juste de vivre, c'est pas juste de faire état de présence dans cette vie, mais c'est vraiment de, voilà, de se sentir en faire partie. Et donc, bah voilà, de sentir la vie qui circule comme ça quotidiennement. ouais et c'est vrai que tu disais, je t'ai déjà entendu dire que, enfin, ce truc que j'aime bien, qu'en fait, il faut pas attendre, enfin, la retraite ou je ne sais quoi pour vivre la vie, quoi. Que la vie, c'est maintenant, c'est précieux et je trouve que ça, c'est même si on le sait, c'est hyper important de pouvoir le rappeler, qu'en fait, c'est chaque seconde la vie, c'est chaque minute C'est clair. et ça peut aussi, on ne sait pas, quoi. On peut pas contrôler, notre vie et on peut pas savoir si dans 30 ans, en fait, on sera ni en vie, ni en bonne santé, ni apte donc tu vois, c'est vrai que je trouve que tu transmets ce truc de l'ici et maintenant, en fait. Et donc, du coup, je me donne le meilleur parce que la vie, c'est dans la seconde, dans l'instant présent. Et, Complètement. mm. Bah, on ne Et sait du pas de coup, combien de temps on dispose sur terre, donc c'est vrai que ouais, il y a plein de gens qui ont l'impression, c'est presque un petit peu comme si on était habitué à la vie et que la vie devenait un dû, en fait. C'est-à-dire que, bah, c'est normal, je suis en vie, c'est normal, je vis. Voilà, il y a des gens qui ne réalisent pas justement, le cadeau que peut représenter le fait d'être
de se réveiller en vie chaque jour. Et donc pour moi, voilà, au contraire, la conscience de la mort, la conscience qu'un jour, ce passage sur Terre et cette vie, en tout cas incarnée dans ce corps, prendra fin, moi, ça suffit à me donner envie d'en profiter à 1 milliard de pourcents. Et parce que moi, dans cette vie-là, aujourd'hui, en tant que Nathalie Lefebvre, je suis tellement en train de kiffer que voilà, je suis tellement attachée à la vie sur Terre. Je trouve que c'est une expérience juste grandiose. Donc ouais, pour moi, c'est un cadeau de chaque jour et c'est comme ça que je le prends et j'essaye de, voilà, de faire comprendre au contraire aux gens que la vie, elle n'est pas, voilà, elle est pas éternelle déjà. Aujourd'hui, on peut imaginer que la recherche, la science tente d'aller vers le fait de repousser les limites de l'âge, de pouvoir, pourquoi pas, bah, vivre jusqu'à, je ne sais pas, je ne sais pas quel âge. Et moi, je trouve que c'est dommage parce qu'en effet, c'est parce que la vie, quelque part, elle est courte, qu'elle passe vite, et puis qu'elle nous échappe à des moments qu'elle en est si précieuse. Donc c'est vraiment un message qui est très, très important pour moi, que j'incarne et que j'essaie de transmettre, en effet, au plus grand nombre. Ouais. Et justement, ce goût de la vie, tu sais, est-ce que tu as une idée d'où il vient? Est-ce qu'il est inné chez toi ou est-ce que tu l'as contacté peut-être dans l'enfance ou après? Est-ce que la petite Nathalie, Ouais. elle était aussi vibrante et vivante et aussi amoureuse de la vie ou que la Nathalie d'aujourd'hui? Je pense que la petite Nathalie, elle avait conscience que l'enfance, c'était pas l'endroit où elle allait kiffer le plus, en fait. Moi, je suis née en voulant être grande, en fait. Et là, j'ai 30 ans cette semaine et c'est une semaine, voilà, super importante, en tout cas un passage pour moi dans une nouvelle décennie qui va s'avérer très important parce que j'ai toujours rêvé d'avoir cet âge et que la petite Nathalie, elle avait déjà aussi ce rêve d'avoir cet âge-là, c'est-à-dire d'être adulte, d'être libre, en fait. Je crois que c'était vraiment ça qui se jouait plus profondément. Et moi, ça m'a toujours fait chier de répondre aux ordres des autres, de devoir me plier à des fonctionnements qui ne sont pas intrinsèquement les miens. Donc, j'ai bien conscience que quand tu as 6 ans, tu vas pas négocier avec ta mère de comment tu vis et qu'est-ce que tu manges et comment ça se passe, comment ça s'organise. Mais chez moi, il y avait déjà cet instinct de rébellion, de trouver que l'enfance, c'était quand même un peu long. Puis en plus, la perception du temps, elle est complètement modifiée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos années d'enfance, elles sont super longues, ne serait-ce que quand on Mmh. pense aux vacances scolaires. On avait, quand c'était 2 mois, voilà, c'était vraiment des périodes hyper longues. Et moi, j'avais déjà hâte d'être adulte. Donc, j'avais déjà très envie d'être femme, en fait. Et adolescente, c'est passé par plein de tentatives de je fume des cigarettes à 15 ans, je veux porter des strings. Alors, ça, c'était un truc depuis l'âge de 12 ans. Je ne sais pas pourquoi. Hier, je lisais une auteure qui s'appelle Morgane Hortin, qui a créé un compte qui s'appelle Amour solitaire, et elle disait, on est de la même génération, elle a dit dans mes journaux intimes, de mes 10 à mes 15 ans, ça ne parle que de comment je vais pouvoir porter un string alors que ma mère n'est pas d'accord. Et je ne sais pas pourquoi on partage peut-être pas toutes, mais certaines d'entre nous, ce truc on voulait des apparats de femmes, en fait. On voulait déjà ressentir ce que c'était que de pouvoir être femme aussi dans ce que ça peut provoquer, de porter des choses qui suscitent un désir chez les autres, etc. Bon, ça, c'est vraiment l'adolescence aussi qui joue à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, chez moi, dès que j'ai eu 18 ans, déjà, c'était la victoire. Et à 20 ans, j'ai pris mes affaires et je suis partie vivre seule. Et ça a été vraiment pour moi un peu les débuts de ma vie. Ça ne veut pas dire que toute mon enfance n'a pas été belle, joyeuse. J'ai un grand frère merveilleux qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé de moi parce qu'il a 7 ans de plus. On a énormément joué ensemble. Enfin, j'ai eu un partenaire de jeu et d'enfance voilà, incroyable. J'ai une maman que j'aime énormément, dont je parle beaucoup dans mes interviews. J'ai grandi aussi auprès d'une grand-mère que j'ai beaucoup aimée. Donc, ce n'était pas un moment difficile. C'est juste que pour moi, la vraie vie, elle commence quand on est libre et qu'il n'y a plus personne qui décide pour toi de comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'organises. Et là, il y a eu vraiment un souffle de ah ouais, ok, c'est ça la vie, quoi. Et je me disais déjà à l'époque, parce que quand ma mère me racontait, bah oui, bah un jour tu devras payer tes factures, quand tu payeras tes factures, tu décideras pour toi-même. Et quelque part, c'était un peu le symbole pour moi. Je me disais, putain, mais le jour où tu payes des factures, c'est que tu es vraiment libre. Et voilà, j'ai été très heureuse de payer mes premières factures et voilà, de pouvoir commencer cette vie d'indépendance. Et d'ailleurs, à 30 ans aujourd'hui, il y a toujours cette question assez omniprésente de l'indépendance, de la liberté, mais
qui côtoie aussi, voilà, mon besoin de m'engager dans mes projets, de m'engager, voilà, auprès d'êtres qui sont importants, qui sont des rencontres importantes de ma vie et voilà. Et aujourd'hui, je crois que je suis un savant mélange de tout ça et je tente d'exprimer avec subtilité comment on peut justement, être toutes ces nuances et pas qu'une chose. On n'est pas juste quelqu'un de libre qui refuse, l'attachement, l'engagement, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un subtil mélange de tout ça et donc je suis très heureuse depuis, on va dire ces 10 dernières années, de vraiment goûter à la vie, dans cette essence de, voilà, j'en fais ce que je veux quoi, je décide pour moi. Ouais, la responsabilité, quoi. Est-ce que finalement la liberté, c'est pas être responsable de soi, de payer des factures, de faire des choix Ah complètement. Ah mais ça me ouais. faisait rêver. Mmh. Ça peut, même surprendre des gens, mais chez moi, la responsabilité, ça a toujours été un truc quand on me donnait des responsabilités, c'était mais super précieux, quoi. C'était très important. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui fuit ça, au contraire. C'est, voilà, pour moi, être responsable et même de nos actes, de ce que l'on est, Mmh. voilà, justement de ce qu'on porte, de ce qu'on transmet même, au-delà de nos mots, enfin juste dans nos énergies et voilà, c'est des choses, ça fait bien longtemps que c'est très important pour moi et que ça me pour moi, c'est même un cadeau qu'on puisse me donner des responsabilités. C'est-à-dire que je ne doute pas de ma capacité à savoir, «prendre à bras le corps» entre guillemets ces responsabilités-là et voilà et beaucoup de responsabilités de ma vie. Je sais que pour des femmes, par exemple, le fait de pouvoir devenir mère ou ça peut représenter un monde et en fait, chez moi, il y a une totale confiance que, c'est OK en fait. Mais depuis toujours, voilà, c'est vrai que pour moi, chaque responsabilité, qui survient ou qui est prête à survenir dans les futurs mois, les futures années, c'est, au contraire, mais je pense que c'est parce que, j'ai appris, dans ma vie à me faire confiance et du coup quand on se fait Mmh. confiance, ben, on sait qu'on est complètement capable de voilà, de savoir, De tout. honorer Mmh. au mieux toutes ces responsabilités. Ouais et c'est peut-être que aussi que tu es une vieille âme, je sais pas. C'est peut-être pour ça que tu t'épanouis autant dans la responsabilité et que tu avais hâte de pouvoir, déployer, aussi tous tes savoirs, tout ce que tu pressentais peut-être pour toi. Alors si tu veux bien, on va revenir un petit peu en arrière. J'ai envie, comme tu fais partie de mes premières invitées et j'avais envie de te faire un peu te poser des questions sur tes premières fois. Donc un peu au fil comme ça, Plaisir. comme un filigrane de ton parcours. Donc tu as 30 ans, tu as eu 30 ans là en décembre, bon Ouais, anniversaire. c'est ça, Donc merci. est-ce que tu as, ton premier souvenir? Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir? Bah, comme ça, mon premier souvenir là, c'est d'être à la maternelle, plutôt esseulée, hem, d'avoir un en fait, d'avoir une vision où je me perçois dans la cour de récréation de l'école maternelle et vraiment dans un espèce de un état, de perdition, c'est-à-dire, genre: «Mais qu'est-ce que je fais là?» quoi. Complètement, Mmh. flipper en fait de ce moment où on a, justement à sociabiliser peut-être pour la première fois de sa vie. Moi, j'ai eu de la chance de grandir avec j'ai des amis d'enfance, on a grandi, dans une rue qui était privée et nos parents étaient très amis. Donc en fait, on a vraiment grandi à plusieurs familles avec tous les enfants tout le temps ensemble. Donc j'avais ces amis avec qui j'ai entre guillemets «sociabilisé» depuis le plus jeune âge, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez timide et c'est vrai que l'école, moi, les 1ers effets que m'ont fait l'école, c'est plutôt d'être, complètement effrayée, d'avoir, pas une phobie scolaire, mais presque, voilà, d'avoir vraiment la peur de me retrouver toute seule et donc j'ai ce souvenir-là, en maternelle, d'être toute seule pour le coup dans la cour de récré et de voir ce monde et de me dire: «Mais waouh, c'est tellement flippant». Hem, donc là, en tout cas, c'est ça qui me vient de te OK partager. et ton premier rêve? Putain, on va faire la psychanalyse des moments, difficiles de ma vie, tu sais? J'ai un alors je sais pas, j'ai vraiment ce souvenir qui me vient, je pense pas que ce soit mon premier rêve du tout. C'est juste que ça a été vraiment un moment marquant, je pense que j'avais peut-être 5 6 ans. Je réalise en pleine nuit un jour en me retrouvant en bas des escaliers, de chez ma mère, nos chambres étaient au sous-sol et en fait, je suis sortie de mon lit, donc on a réalisé que j'étais somnambule. Je suis sortie de mon lit et je me suis mise à hurler en bas des escaliers. Et là, en fait, tout d'un coup, quand j'ouvre les yeux, je vois ma mère en haut des escaliers, mon frère derrière moi et qui hallucinent et qui me disent: «Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va?» et voilà et en fait, je réalise ce jour-là que j'ai une vie nocturne très,
très mouvementée, donc c'est vrai que je suis quelqu'un, qui peut être assez nerveuse, voilà, j'ai beaucoup d'énergie et c'est vrai que, voilà, dans ma vie, j'ai eu des épisodes comme ça. Alors je crois qu'aujourd'hui ça va mieux. J'ai été consulter un psycho-endocrinologue qui était, assez spécialisé de ça et il me semble, alors aujourd'hui je partage ma vie avec un homme merveilleux et je crois que, voilà, lui n'a jamais remarqué de phénomène de la sorte, mais en tout cas j'ai été vraiment, voilà, pendant un certain temps somnambule et c'est vrai qu'à tous les moments de ma vie où il se passait des choses qui étaient un petit peu traumatisantes, je sais que hem au moment où j'ai été cambriolée, dans mes premiers appartements dans lesquels je vivais, il y avait un cambriolage qui m'a redéclenché justement ce somnambulisme-là et voilà, mais ça, c'est un souvenir marquant parce que de réaliser qu'en fait, on peut avoir une vie, Mmh. dont on n'a aucune idée, et puis d'un point de vue inconscient. C'est-à-dire que même moi qui aujourd'hui me passionne pour l'inconscient, c'est intéressant de voir qu'on peut avoir une vie dont on n'a pas conscience mais qui a presque besoin d'être là parce qu'elle vient décharger quelque chose. En fait, c'est ça, c'est que le corps, il reste un peu en alerte et qu'il y a quelque chose de nécessaire à venir décharger. Donc, voilà, ouais, ce serait ça qui me vient. Oui, ça veut dire que, tu avais peut-être que la petite Nathalie de cette époque, elle était certainement angoissée ou avait des trucs que justement le somnambuliste prenait en charge et déchargeait à travers, Complètement. le rêve ou certains ouais, OK. Ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, puis peut-être le fait de venir au monde avec, nous, on a alors aujourd'hui, je suis je suis en très, très bons termes avec ma famille, avec mes parents, mais c'est vrai que j'ai grandi auprès d'une maman, mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune et puis j'ai été un petit peu l'enfant qui a marqué aussi, je pense, le moment où ils ont vraiment réalisé. Ma mère a vraiment réalisé que mon père, n'assurerait pas en tant que père, en tout cas comme elle l'avait projeté, un père idéal pour ses enfants et déjà pour son fils, c'était compliqué. Donc ma mère a clairement voulu que je vienne au monde sans l'avis de mon père et donc il y a eu un truc aussi, elle m'a demandé Mmh. inconsciemment, de venir assumer ça et je sais qu'elle m'a d'ailleurs emmenée chez une psy, j'avais 6 ans et que, ce qui est ressorti de cette consultation, c'est que la psy a dit à ma mère: «Mais en fait, votre fille n'a absolument aucun problème. Elle ne fait que porter des choses qui vous appartiennent à vous et donc c'est avec vous qu'on va travailler parce qu'en fait votre fille c'est pas elle le truc. Donc comme tu dis, peut-être qu'il y avait tout ça, peut-être que ces angoisses de l'autre aussi, ça vient de là. Mmh. De pas voilà, je referai pas ma psychanalyse parce qu'aujourd'hui je vais très, très bien en tant qu'adulte, mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a sûrement l'idée que, quand tu t'es pas senti forcément accueilli par un des parents, Ouais. bah, est-ce que tu as pas une angoisse de vivre, d'être? Est-ce que tu redoutes pas à chaque instant face aux autres, le fait d'être aimé? Peut-être qu'il y avait tout ça en effet et que la nuit, il y avait quelque chose qui se passait qui me Mmh. permettait de décharger et ouais. En tout cas, tu l'as bien transmuté parce qu'aujourd'hui, tu es bien vivante et bien en contact avec les Ouais. autres et cetera donc Toujours un peu mais comme nerveuse mais ouais, ouais, bon, bah, ça, c'est des tempéraments aussi. bien sûr. Et mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, je crois que les enfants en général, hein, sont aussi le miroir de tous les problèmes, intérieurs, extérieurs en fait de des parents, voire même des fardeaux transgénérationnels Ouais. et même si tu Mmh. n'as pas été désiré en bonne et due forme, bon après tu as quand même choisi je crois qu'on choisit aussi nos familles et tout ça, donc tu as aussi choisi Tout à fait. ce truc-là à transmuter, tu l'as bien transmuté donc bravo. Puis j'aurais pas pu mieux choisir. C'est-à-dire que je peux dire à mon âme aujourd'hui, c'est ton choix, il est idéal en fait. C'est déjà, mes 2 parents m'ont donné, le luxe d'avoir une double culture, tu vois? Donc ça déjà c'est énorme. Être franco-iranienne, mais c'est un rêve. Enfin moi je suis mais tellement fan de ça. Donc j'ai parfaitement choisi aujourd'hui, mes parents c'est 2 mondes, tu les vois, ils ont tellement rien à voir. Tu te dis: «Comment ces gens-là ont pu un jour, s'aimer, vivre ensemble?» et Mmh. voilà, mais aujourd'hui, je suis très proche de mon papa, très proche de bon, j'ai toujours été très proche de ma mère, mais voilà, vraiment quelque chose qui est très apaisé en tant qu'adulte et ouais, ouais, non, je ressens vraiment à quel point j'ai concrètement fait le bon choix pour ces 2 parents-là, quoi, pour cette famille, hein. Et est-ce que tu avais, un héros ou une héroïne dans ton enfance? Tu veux dire à part Britney Spears parce que, Ouais? non, j'ai eu beaucoup de moi, j'ai été assez fan des chanteuses, en fait. C'est vrai que des femmes de scène, voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup, enfin, j'avais beaucoup de posters, dans ma chambre avec justement toutes les idoles que j'aimais beaucoup. J'ai découvert, alors en plus aujourd'hui on voulait parler de magie, moi j'ai découvert le livre Harry Potter donc
c'était pile dans ma génération, on était en préadolescence, donc Mmh. je sais plus à quel âge j'ai eu, le livre Harry Potter entre mes mains, je pense assez tôt. En tout cas, ça m'a ouvert un monde, voilà, et c'est clair que ces Merveilleux. personnages-là continuent aujourd'hui, même encore à 30 ans, à m'accompagner. En fait, il y a quelque chose avec, voilà, cette histoire qui m'a absolument toujours fascinée. Donc je dirais que les chanteuses, les télécrochets, j'ai grandi aussi pendant toute la génération des premières Star Academy, donc Bien sûr. Jennifer, et cetera. Enfin, Ouais. j'étais assez fascinée de ça et puis j'aimais déjà beaucoup chanter, j'aimais déjà beaucoup, créer des spectacles, me mettre en scène. Donc ma mère m'avait acheté un micro, que je branchais sur notre chaîne hi-fi, qui faisait amplificateur, et je pouvais chanter des heures. J'invitais mes copains justement, d'enfance avec lesquels on grandissait, juste à côté. On passait des heures à jouer au télécrochet. Enfin voilà, il y avait vraiment ce truc de, donc il y a peut-être pas une personne qui m'a drivée, mais il y avait toutes ces idoles déjà, parce que notre génération, c'était presque un peu la fin encore où il y avait un peu ce star system. Aujourd'hui, ça existe de moins en moins, mais on était quand même encore assez fans, et je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui, ils ont encore des posters comme on avait avant, mais nous, comme on achetait des Ouais, magazines et tout, c'est on clair. avait tout ça. Donc moi, je trouvais Nous, on ça, achetait des CD de titres, quoi, tu vois? On achetait des c'est CD ça. de Ouais, titres qu'on avait dans complètement. la main, qu'on gardait presque la pochette comme aussi un cadeau. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis moi, C'était j'ai trop connu beau. les boys bands aussi, quoi. Ouais, ouais. Heu, Alors ça, j'étais Toi, moins peut-être fan, c'était un mais peu ouais, mais tu vois, ce côté d'un coup où, il y avait ces groupes comme ça avec ces femmes en furie, enfin cette énergie on sait pas d'où ils sortaient. Enfin, ça faisait c'est vrai que je sais pas si aujourd'hui ils ont ça, tout est un peu différent, mais il doit y avoir d'autres bah, les trucs. réseaux sociaux font que maintenant tu as l'impression que Ouais, c'est ton pote, quoi. Tu te croises dans c'est la vrai. rue, Oui, peut-être pas, mais il y aurait ce côté où on ouais, se sent un peu plus proche, et tant mieux parce que finalement, à la fois on choisit certains des métiers qui nous mettent en lumière, et c'est pas ce qui fait qu'on est, des idoles ou pas des idoles. On peut tous être des idoles à notre échelle, mais voilà, c'est vrai que moi je suis contente de cette génération où on met moins sur des piédestals, mmh, les gens, et voilà, ouais, l'époque des Johnny, des Patrick Bruel, alors c'est encore plus mmh, l'époque de ouais, nos ouais. parents, mais Bah si, ouais, à fond. voilà, où les mecs qui tombent dans les Ouais, pommes, dès qu'il ouais. doit arriver, je sais pas si moi en tout cas, parce que je vise un métier qui, de toute façon, des métiers qui me mettent en lumière, et la notoriété, fera partie sûrement du chemin que j'ai choisi d'emprunter. Mais justement, moi, j'ai pas du tout envie d'être mise sur un piédestal, j'ai envie d'être, à la fois accessible, et en même temps, il y a ce truc où pour moi, la projection des gens quand tu es, entre guillemets «connu», c'est un bel exercice parce que ça appartient tellement aux gens qui projettent, que moi je pense que c'est à nous aussi, en tant que support de projection, de bien comprendre que quand à la fois, et c'est un truc que je répète beaucoup, mais à la fois quand les gens nous idolâtrent, que quand ils nous haïssent, de toute façon ils ne sont pas dans le vrai, ce ne sont que, des projections Ouais, des de ce qu'eux projections, bien perçoivent sûr, de nous, et voilà. Et moi je pense bien que sûr. toute l'importance de faire ce chemin intérieur, justement, pour pas avoir besoin à ce point-là d'être aimé, pour avoir l'impression que dès que tu reçois l'amour de l'autre, ça vient de combler un niveau où tu peux pas te combler toi-même. Ce qui était sûrement le cas de tous ces mecs, hein, des Johnny Hallyday, j'imagine que c'était des gens, ils souffraient de grosses blessures d'amour, grosses blessures narcissiques. Donc, quelque part, tu viens te créer la vie qui compense Mmh. aussi là où tu as eu tellement mal. Et pour que ces mecs-là, ils drainent des millions de gens voilà, qui les aiment autant, c'est qu'il y a un truc Mmh. en eux qui l'appelle. Donc c'est clair que j'ai envie d'un C'est truc plus certain. sain, moi, où on puisse Ouais. juste s'enrichir et s'inspirer, de se voir prendre nos places, et que ce soit finalement pour tout un chacun, une opportunité d'autorisation. C'est-à-dire de se dire: «Ah bah, elle fait ça, bah, ça veut dire que j'ai peut-être le droit aussi de le faire», et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est clair. Merci pour ça et est-ce que, non, ton premier bon, là, c'est un peu pas les traumas de l'enfance, mais ton premier choc, est-ce que tu as le souvenir d'un moment où tu as vraiment eu un choc brutal, quoi, un événement? Ça peut être peut-être quelque chose de très d'anodin, tu vois? Mais selon l'âge qu'on a, il y a des parfois, on reçoit là, le premier choc de ta vie. Bah, là, je parlais moi du psy chez lequel ma mère m'a emmenée. C'était une femme, hein, elle était psychanalyste pour enfants. Elle avait un espèce de miroir, dans sa salle d'attente. En fait, elle nous recevait l'une après l'autre, avec ma mère. Elle avait un espèce de grand miroir, un peu fumé, quoi. En fait, les vieux miroirs que tu trouves dans les brocantes, qui d'ailleurs, bah, du coup, quand tu es enfant et que tu as encore ton imaginaire qui est, à ce point-là rempli de monstres, de possibilités, de choses, voilà, j'en sais rien, qui vont sortir du miroir. Et je me souviens d'avoir fixé ce miroir, mais pendant, j'avais l'impression que les minutes étaient, mais longues, longues, et j'attendais ma mère. Et à un moment donné, j'ai hurlé dans ce cabinet de psy.
dans la salle d'attente, justement en hurlant, «Maman!» et voilà et je pourrais pas dire ce qui s'est passé aussi. Je pense que c'est pareil, c'était le même truc un cabinet de psy est un endroit où les angoisses doivent ressortir, donc quelque part, moi, j'étais toujours au rendez-vous d'exprimer les choses. En tout cas, c'est sûr que ça, chez moi, même si j'ai été plus timide avant, il y a toujours eu cette autorisation à exprimer ce que je ressens. Au moins avec moi, on sait assez vite, à quoi s'en tenir et comment se positionner parce que je suis très, j'arrive toujours avec le package de ce que je ressens, en fait et je le cache pas. Je suis pas en train, pour faire plaisir aux autres, pour pas les gêner, de pas dire ce que je ressens et ça veut pas dire parfois on peut avoir l'impression qu'avec une sincérité comme ça, on sait plus garder des choses pour soi. Bien sûr qu'il y a des choses que je sais garder pour moi, mais voilà, j'arrive toujours avec, voilà comment je me sens, voilà ce qui vibre en moi et d'ailleurs quand j'ai rencontré mon mari, je l'ai interviewé, à la radio et c'était un jour où j'allais pas bien et en fait je lui avais écrit, donc juste pour vous prévenir, aujourd'hui n'est pas un jour où je suis en très grande forme et voilà, c'est en fait, le truc juste informatif, hein, pour dire à la personne, on a rendez-vous aujourd'hui, mais voilà comment je me sens. Et juste, c'est tellement rare que lui, il a halluciné, mais il s'est dit, c'est qui cette personne qui me dit comment elle se Qui sent? parle de Mais ses lui, émotions, en fait, oui, qui ouais, non, parle de mais ce c'est qu'elle est ça. vraiment, ouais, quelle est Alors en cette même temps, humaine c'est ça, vulnérable parce et que authentique. c'est étrange, parce Ouais, que je lui envoie un texto ouais. pour ne pas lui dire qu'on annule, mais juste lui dire que je me sens moins pumped up que d'habitude. Et lui m'a répondu, moi aussi, c'est pareil aujourd'hui. Donc voilà. Et en fait, c'était marrant. On s'est rencontrés là-dessus un jour qui était moyen. Mais j'ai toujours été comme ça, vraiment à assumer. Donc, Certainement, ouais. Peut-être certainement les mais prémices de votre relation qui votre justement complètement. s'établissait sur une authenticité Ouais, tout à fait. et une communication de cœur à cœur. Plutôt pas mal d'ailleurs, vous êtes mariés là. Ouais, Ouais, chouette. Félicitations aussi. merci beaucoup. Ton premier amour, du coup? Hmm. Moi, j'ai aimé beaucoup, beaucoup de garçons, depuis toujours, en fait, ça m'a toujours Ouais. fascinée. Par contre, j'ai mis du temps avant d'obtenir la réciprocité des garçons. Hem, je dirais que mon premier amour, j'ai 15 ans. Hem, je suis, un peu nulle en anglais à l'époque. Ma mère m'inscrit dans un stage linguistique, à la dernière minute, un été et comme d'habitude, bah, voilà, tu en avais qui partaient en Australie, tu en avais qui partaient, à Londres, et cetera. Moi, je me retrouve dans un espèce de petit village en Angleterre, mais vraiment tout pourri, Gris, gris et gris, froid. avec un groupe de jeunes. Alors, les mecs ont je crois qu'ils avaient entre 12 et 16 ans, ou 11 et 16 ans. Donc, tu vois, moi, je me dis, attends, j'ai 15 ans, puis j'allais avoir 16 ans, donc j'étais un peu en mode, mais je vais me retrouver avec des petits. Et d'ailleurs, c'était le cas, je me suis retrouvée avec des gosses. Et même chez la dame qui nous hébergeait, j'étais avec la plus petite du groupe, donc carrément, on m'avait mis avec la nana qui avait 10 ans ou 11 ans, tu vois, je sais plus, bon, qui a été en fait super mignonne. Et je vais en Angleterre et je passe, donc c'était censé durer 2 semaines, je passe la première semaine où on faisait des cours, en fait, plus des activités, et on logeait chez une dame adorable. Et il y a un garçon dans le groupe que je trouve mais agaçant pendant une semaine, j'ai envie de lui casser la gueule, je le trouve voilà, insolent, il parle trop fort, enfin tout m'énerve de lui. Et, et on va dans une espèce de piscine, tu vois, pareil, mais la piscine qui a rien de. Le truc où on peut aller, on trouve des meilleures piscines partout sur Terre que cet endroit. Bref, on y va. Et en fait, je me mets à discuter avec lui ce jour-là. Il m'explique qu'il est à Sceaux. Donc, moi, j'ai grandi à Châtillon, c'est en banlieue parisienne. Tout le monde venait de partout en France. Lui venait de Sceaux. Et en fait, tout d'un coup, on se met à parler. Puis à l'instant, on s'est mis à parler. En fait, moi, je réalise que je suis complètement amoureuse de lui, que je le trouve dingue. Il s'appelle Damien, il est brun, il a des petites bouclettes, je sais pas, il a un charme fou. Je me retrouve mais complètement subjuguée par ce garçon. Et, et on est sortis ensemble pendant donc la deuxième semaine, on s'est pas quittés, on a passé notre temps à se rouler des pelles et c'était merveilleux. Et quand on est rentré à Paris, on a passé tout l'été ensemble. Et puis après, voilà, on s'est séparés, on a repris nos chemins. On s'est retrouvés un peu plus tard, on a terminé l'histoire, voilà, qui s'est d'ailleurs pas si bien finie que ça. Mais lui, c'est vraiment en tout cas dans la réciprocité, je me souviens lui, il avait ramené de l'herbe au fond de son sac et moi, à l'époque, mon frère fumait un peu des joints, j'avais dû fumer peut-être une fois pour tester, mais voilà, donc on se retrouvait en Angleterre à fumer de l'herbe qu'on trouvait, qu'on grattait au fond de son sac C'était et fou. à être complètement avec les yeux comme Ouais, ça et c'était ouais. génial. Et
Ouais, ça c'est un très, très beau souvenir, puis même de me dire: «Ah ouais, mais en fait, je peux être aimée, désirée et puis par des garçons qui me plaisent aussi, à ce point-là réciproquement» et c'est ça aussi, c'est vraiment l'amour, j'ai compris que, quand on parle d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, je ne suis pas sûre qu'on parle vraiment d'amour, en fait. On peut avoir la projection, on peut avoir du désir, mais aimer, avoir l'impression d'aimer profondément quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, pour moi, l'amour, c'est quand on est aussi aimé. Et j'ai senti à ce moment-là que toutes mes passions enfantines, tous les garçons que j'avais regardés en classe, où j'avais écrit après des lignes entières dans mes journaux intimes, ça pouvait pas toucher à la même intensité que quand l'autre nous aime en retour, en fait. Voilà, donc c'était ma première expérience d'amour partagé et où moi, le mec, il m'a mis des étoiles dans les yeux. Mais après, beaucoup d'hommes qui ont suivi dans ma vie amoureuse aussi ont continué de Ouais. m'envoyer des étoiles dans les yeux, mais lui, c'était le premier, ouais. Bah, comme toutes les grands et les grandes amoureuses. Ouais, Voilà, les amoureux de l'amour. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que peut-être qu'on confond l'amour et l'envie d'être aimé. Tu vois, l'envie ouais, folle d'être aimé de l'autre avec l'amour, quoi, ce qui n'a rien à voir. complètement. Et ce que tu disais aussi, c'est hyper intéressant quand, tu sais, chez les gens qui nous provoquent quelque chose dès le début, que ce soit enfin, le fait d'être attiré, une attirance folle tout de suite, ou l'inverse, une réticence. En fait, c'est toujours. J'ai remarqué que moi, c'est sur des polarités où en fait, c'est la même chose. C'est quelque chose qui vibre, en fait, quelque chose qui se crée. Et après, souvent, même en amitié, il y a plein de moi, ça m'arrive plein de fois, tu vois, de rencontrer des gens avec qui tout de suite il y a un truc, on se plaît pas, ou on se. Et puis justement, dès le début bah, sûrement d'un miroir ou d'une connexion forte, mais ça commence parfois par une réticence. Ouais. En tout cas, un truc qui laisse pas indifférent, c'est clair, Voilà, c'est qui ça. laisse pas, Il se passe quelque chose, quoi. Ça vibre. Et ouais, bon, tout à fait. ton premier baiser, est-ce que c'était ce beau brun aux cheveux bouclés ou c'était Non, non, c'était un autre? avant. Au collège, on avait eu des correspondants danois qui étaient venus, je crois que c'était en troisième. Moi, j'avais une correspondante qui s'appelait Nathalie aussi. Tu vois, les mecs, ils sont marrants, franchement. Ils trouvent pas d'autre idée que de nous foutre les deux Nathalie ensemble. Bref, une Ouais. blonde danoise. Et en fait, il y avait tout un groupe de Danois qui arrivaient. Moi, à l'époque, au collège, j'avais une copine, Élise, une très belle rousse avec des cheveux comme ça. D'ailleurs, tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était rousse. Euh, et en fait, elle était bilingue anglais parce que ses parents étaient, je crois aussi, anglais. Enfin, et donc je me souviens qu'il y a un soir où il y a un mec qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un des Danois du groupe. Et en fait, elle nous fait la traduction parce qu'en fait, on voulait s'embrasser. Moi, j'avais jamais embrassé de garçon. Et donc, elle nous aide. En gros, elle fait un peu l'intermédiaire. Puis elle se barre. C'est le truc pas du tout. Le truc très spontané, hein, franchement, dans l'inverse. Et en fait, ouais, elle part, il m'embrasse. Et puis voilà, bon, c'était comme beaucoup de premiers baisers. C'était vraiment, vraiment bien immonde, quoi. C'était baveux, gluant, pas sensuel du tout pour un sou, mais voilà, en tout cas, ça avait euh, Expérimental. ouais, c'était bien. Non, mais ça avait, au moins, ça m'a permis de me T'avais dire, quel ah bah âge? voilà, en fait, c'est fait. Donc en C'est troisième, fait, ouais. quel âge avons-nous? Ouais, On a plutôt 13 ans, non? 13, 14 ans? Ouais, je Treize, crois. 14 ans, ouais, Ouais, c'est ça, je crois. c'est ça. Ok. Ton premier chagrin, Nathalie, est-ce que tu peux le dater? Bah, mon premier chagrin, c'est tous les souvenirs qu'on a un petit peu abordés. Je pense que, le chagrin, de pas me sentir, à l'aise en fait, avec les autres, avec les inconnus. Enfin, il y avait vraiment ce truc, hem moi, je dirais au début qui m'a beaucoup coûté en fait dans ma vie. Ma mère avait besoin de faire un mot, à la maîtresse en fait, parce que chaque jour j'avais tellement peur d'être toute seule, de manger toute seule à la cantine. Enfin, tu vois, moi j'ai des souvenirs quand je suis au CP de ça et ça, c'est des grosses tristesses. Ça, c'est pas forcément des tristesses qui se traduisent avec des larmes, avec un voilà, mais c'est quelque chose vraiment de lourd quoi en moi et dans ma vie, c'est intéressant de voir comme aujourd'hui, je me sens tellement à l'aise aussi avec les autres, avec le regard des autres. Enfin, je sais pas ce qui a switché, vraiment dans ce parcours, c'est intéressant, mais voilà, je crois que j'étais vraiment très triste de pas me sentir comme les autres enfants avaient l'air d'être hyper, à l'aise en fait et presque un petit peu, naïfs. Enfin, il y a un truc où ils allaient à l'école, ils étaient heureux, ils avaient des copains, c'est naturel en fait. Et chez moi, il y avait un truc qui était pas naturel avec, le fait de sociabiliser, d'être en lien et voilà, je sais que ça me coûtait, voilà, vraiment d'aller à l'école. Donc j'ai jamais loupé l'école, hein. J'ai pas fait non plus des épisodes de phobie scolaire, mais
Voilà, il y avait vraiment cette peur de me retrouver toute seule et par exemple dans des endroits alors l'alimentation a été aussi, je pense, dès le plus Mmh. jeune âge, un endroit où j'avais peur, de manger seule et en fait, ça a duré longtemps parce qu'adolescente, j'ai eu aussi des problèmes avec ça. C'est-à-dire que même pendant très longtemps, je me demandais comment on faisait pour un rendez-vous galant de manger en face de quelqu'un. C'est-à-dire que pour moi, manger était quelque chose de plus intime que de me mettre à poil, en fait. Manger devant l'autre, c'était, j'avais peur de Ouais, manger devant l'autre, quoi. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais c'est une forme un petit peu ouais, un problème de comportement, alimentaire, enfin un truc avec l'aliment parce que c'est intime de manger. C'est quelque chose d'intime en soi, on prend une matière extérieure qui va devenir nous, enfin il y a un processus, alchimique ouais, très bien sûr. voilà, mais ça peut paraître à la fois vital et moi ça me paraissait, voilà, c'était pas si normal que ça de manger devant quelqu'un que je connaissais pas et j'ai mis du temps avant d'être à l'aise avec ça. Donc hem, donc voilà, peut-être que c'était aussi ça les prémices de j'ai peur d'être seule à la cantine et de me retrouver à manger, en fait, seule et que les gens puissent me regarder. Voilà, il y avait peut-être un petit peu de ça, mais en tout cas adolescente, ouais, j'ai de nouveau connu, des difficultés avec ça, la peur de me montrer en train de manger et puis même, hem, je sais que je me sentais déjà grosse alors que j'avais 12-13 ans, que je n'étais absolument pas grosse, mais Mmh. voilà, que je raconte ça, bah, à mon médecin généraliste qui me prescrit un régime. Donc en fait aussi la connerie des gens qui nous accompagnent. Comment tu peux Bien à sûr. 13 ans ne pas dire à une jeune fille, «Mais tu es exactement parfaite telle que tu es, tu sais ton corps il va se réguler». C'est normal aussi, mon corps il s'est complètement régulé avec les années, aujourd'hui, j'ai pris mon poids on va dire, de forme, puis De mon poids forme. peut-être de la trentaine. Peut-être que mon poids quand j'aurai Mmh. des enfants, bah, ce sera encore un poids différent, mais en tout cas on a des poids en fonction de nos âges et l'adolescence, c'est normal que ce soit un moment où tout pousse quoi, donc il y a un truc où on peut Bien être, sûr. voilà, juste un peu plus, gonflée, ronde et c'est OK. Mais voilà, ce truc avec les troubles C'est un moment de alimentaires. transition. L'adolescence, Tout à fait. hormonalement, ça bouge, on fait plein d'expériences, justement, toutes ces premières fois, tous ces c'est un chamboulement, en fait, physiologique, Ouais, émotionnel, on se détache des parents et tu sais, on dit aussi, que l'alimentation, c'est très lié à la mère, en fait, que la nourriture, c'est le lien à la vie, donc à la mère dans l'enfance, puisque c'est la mère qui permet au bébé de survivre, en tout cas la personne qui nourrit l'enfant. Bon bref, donc voilà, j'imagine que tu avais certainement cette notion-là aussi de tu disais non, que pas spécialement ouais. parce que c'est pas un truc sur lequel comme c'est tellement réglé dans ma vie aujourd'hui, c'est un peu anecdotique, mais oui, oui, c'est vrai que c'était, bah, comme je suis tellement passionnée par la psychologie humaine que c'est Mmh. forcément moi ma propre destinée, mon propre chemin en fait, je le trouve assez passionnant parce que, voilà, il y a eu des moments, avec des périodes où justement l'alimentation, s'est avérée un endroit, bah, problématique, mais en même temps qui m'a peut-être permis de comprendre encore plus de choses sur moi, de transformer, aujourd'hui je suis au contraire tellement à l'aise avec, mon poids, mon corps, enfin, Ouais. tous ces sujets-là, en tout cas, ils étaient présents dans ma vie et c'est peut-être pas le hasard que j'en parle avec autant de ferveur, aujourd'hui, aux femmes, par exemple, parler des complexes Mmh. physiques, à quel point je trouve ça, mais vide de sens et stérile et que, de toute façon, il y a un truc dans cette existence où on est tous beaucoup trop obéissants, en fait et moi, j'ai envie de dire aux gens: «Mais envoyez valser, tous ces diktats de société dont on a absolument rien à foutre, quoi». C'est comme, tu vois, on fait tout pour que les enfants soient brillants à l'école, intelligents, mais est-ce que les gens brillants, intelligents qui ont fait, des études à rallonge sont des gens toujours heureux? En fait, moi, pour moi, on a perdu le sens de l'essentiel de ce qu'on transmet. On est là pour rendre, des enfants heureux, on est là pour leur apprendre à se faire confiance, à se mettre au contact de ce qui va vraiment être important pour eux et voilà et peut-être que, aujourd'hui, c'est plus présent comme message, mais que à notre époque, il y avait pas encore tout à fait ça donc voilà et la question du complexe, moi, c'est pas parce que la société me dicte que, bah, ce serait bien de pas avoir de cellulite, ce serait bien de pas, Ouais. de faire du sport. Rien que ces injonctions-là. Pour moi, aujourd'hui, on nous dit: «Bah oui, il y a encore, je sais pas combien de temps, se laver les dents ne faisait pas partie de notre hygiène quotidienne. Aujourd'hui, voilà, donc c'est comme le sport. Aujourd'hui, on comprend que voilà, on a tous besoin de sport». Mais en fait, juste à un moment donné, si on pouvait arrêter de nous faire chier avec les dictats de ce qu'il faudrait faire et qu'aujourd'hui, ce qui est soi-disant, ce qui fait partie, voilà, d'une hygiène de vie, enfin, c'est,
suis pas en train de vous dire que je suis contre le sport, je suis en train de vous dire que, on a le droit de remettre en question tout ce qui vient de l'extérieur si, à des moments donnés, ça nous convient pas. Moi, j'ai des périodes où je ne fais pas de sport et c'est OK pour moi. Et qu'est-ce que faire du sport finalement? Parce qu'il y a des moments où je dis: «Bah, quand j'écris un bouquin, je suis en train de bodybuilder, ma capacité d'écrivain, je suis en train de en fait, est-ce qu'on peut pas développer d'autres choses à d'autres moments?» Et ça veut pas dire qu'évidemment, aller marcher en forêt, être dans la nature est quelque chose d'important. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vis dans la nature et c'est pour ça que, j'ai besoin de cet équilibre, qui m'a, voilà, donné un je sais pas, a donné une texture à ma vie, d'autant plus agréable. Mais aujourd'hui, chaque injonction qui vient de l'extérieur et avec lequel je me sens pas à l'aise de cheminer pendant un temps, et ben c'est OK. Et il y a des gens aujourd'hui, du simple fait que le sport soit quelque chose de normal à faire Mmh. quotidiennement et cetera, bon, bah, vont, dès qu'ils n'ont pas la force, l'envie, voilà, se flageller de: «Ah bah, voilà, j'ai pas fait Ouais. ça». Tout comme avec des outils comme la méditation, tout comme avec, tu vois, j'entendais quelqu'un dire l'autre fois: «Quand tu n'as pas le temps de méditer 1 heure par jour, médite 2 heures». Enfin, ça va avec ces injonctions-là, franchement. Alors je comprends ce que ça veut dire, je comprends très Ouais. bien. Sauf qu'à un moment donné, qui vit la vraie vie, en fait? Et moi, bah, je sais pas, méditer, c'est un outil, je l'utilise, par exemple, dès que je monte sur scène, dès que j'ai un événement important, dès que j'ai besoin d'être vraiment centrée en moi. Ça va être voilà, je sais que c'est entre moi et moi-même, j'ai des contrats comme ça, c'est-à-dire que je vais pas monter sur scène sans avoir fait du yoga, sans avoir médité, parce que c'est des moments où j'ai vraiment besoin d'être connectée à toutes mes ressources, tout ce que je suis et là, voilà, je louperai pas le fait d'utiliser ces outils-là. Mais quotidiennement me raconter que j'ai soi-disant besoin de quelque chose, voilà, aujourd'hui, c'est c'est moi qui décide dans ma vie de quoi j'ai besoin, de quel regard j'ai besoin sur moi-même et c'est pareil avec justement, hem, c'est parti des diktats autour des complexes, mais voilà, Mmh. c'est pareil, moi, il y a personne ici qui est mieux, hem positionner que moi-même pour me dire, «Ton corps est sublime, ton corps suffit tel qu'il est», pour le regarder aussi dans toute la profondeur de ce qu'il, me fait vivre au quotidien. Comme je dis souvent, c'est pas parce que, encore une fois, vous avez pas les fesses, hyper musclées, le ventre plat, le machin que, ça y est, voilà, votre corps c'est pas, il est pas en bonne santé. D'ailleurs, ça veut pas dire grand chose. Moi, je pense qu'on peut, en envoyant de l'amour à son corps, le maintenir bien plus en bonne santé que quand on est en train, même aussi sportif soit-on, de le juger à chaque instant parce qu'il n'est pas encore Ouais. suffisant. Donc moi, j'ai pris le parti d'aimer ce qui me compose et d'arrêter de vouloir être ça avant de m'aimer, en fait. C'est-à-dire être cette femme qui fera ses pratiques tous les matins, qui fera son miracle morning tous les jours, qui fera son truc. Enfin, je suis tellement cool avec moi-même, tu vois, et c'est beaucoup ce que je dis. Mais moi, je suis vivre avec moi, c'est la meilleure expérience qui soit parce que je suis tellement pas une relou. Et je plains les gens qui sont des relous pour eux-mêmes, tu vois? Mais vraiment, parce que ça doit être mais chiant de vivre en vous, mais vraiment les gars. Donc voilà, ça peut un peu vous choquer, mais moi j'ai envie d'être, la femme la plus cool du monde, avec moi-même et c'est ce que je suis. Et ça ne veut pas dire que je m'entraîne pas à vivre les expériences qui vont être importantes. D'ailleurs, il suffit de voir mon parcours et de voir à quel point, c'est pas un laxisme en fait qui m'habite. C'est pas ce truc de, je me bouge pas dans la vie pour faire ce qui me plaît, au contraire. Mais le fait d'être cool avec moi fait que je me sens tellement reconnaissante et puis en amour pour moi qu'en fait, mes rêves, mes projets, mes ambitions n'ont pas de limite puisque c'est comme une vraie équipe à l'intérieur de moi et c'est pas un Mmh. endroit où on est en train de se battre, d'être suffisant, de pas être encore assez à la hauteur, de voilà, de se juger. Et nous, on côtoie des gens dans ce milieu du développement personnel qui sont mais tellement, extrémistes avec eux-mêmes, enfin voilà, où c'est justement avec ces trucs de ces outils-là, enfin voilà. Pour moi, ces outils, ils nous rendent heureux, ils sont censés nous aider à vivre en fait, Bien sûr. pacifier encore plus notre rapport au monde, donc c'est pas pour les utiliser, comme, «Ah bah, j'ai pas fait ça, ça y est, Mmh. je suis pas quelqu'un de bien». Ouais et puis comme tu dis, c'est pas des outils. Enfin, c'est des outils, c'est pas des dogmes, en fait. C'est ça. Et puis, moi, je crois que la meilleure médecine, c'est la connexion à soi, à son corps, en fait. C'est ce qu'il a besoin, c'est être dans le ressenti de ses besoins, de ses envies et de justement d'accompagner ça et le mouvement, c'est vrai que pour moi, le sport, si tu veux, alors moi, je suis quand même naturopathe aussi, c'est important, mais en fait, c'est le mouvement qui est important. Mais c'est le mouvement tout court, c'est le mouvement des émotions, c'est le mouvement de son corps. Donc, de danser toute une nuit, en fait, c'est Mmh. du mouvement, c'est de la vie, tu vois? Et c'est beaucoup plus important que la violence qu'on peut se faire. Moi, je vois plein de gens qui font de la violence. Pour moi, c'est de la violence de s'imposer, comme tu dis, des trucs de fou tous les jours ou des exercices. Le corps, il en peut plus et de se dire si, il faut que je sois musclé, il faut que je sois ci.
en fait, c'est une violence faite à soi. Et revenir à la connexion à soi, à son corps, à son cœur, c'est au contraire, comme tu dis, être sa meilleure partenaire, être sa meilleure, sa meilleure épouse. Ouais, vas-y. C'est ça. Ouais. Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça, je crois qu'on est en bonne santé et qu'on peut au contraire avoir de l'énergie pour se dépasser, pour alimenter des choses, plutôt que d'être dans nos extrêmes qui nous étouffent. Tout à l'heure, tu parlais de scène aussi, le fait de monter sur la scène. Quand est-ce que c'était ta première scène? C'était en CM2 quand j'ai commencé les cours de théâtre et que donc ma mère m'avait inscrite au cours de théâtre du primaire, peut-être justement pour ces raisons de timidité que je vous évoquais. Et, à la fin de l'année, on a une pièce de théâtre et je joue le rôle de la conteuse. Donc j'étais celle qui avait le plus de textes, hein. Et en fait, je venais donc raconter l'histoire. Je venais poser un peu le cadre de, alors voilà, en ces temps reculés de je ne sais quoi, il se passe ça. Et je me sens déjà de ma capacité à l'époque à apprendre, ça a halluciné ma mère, à apprendre vraiment mais des bouts de texte mais gigantesques, quoi. C'est-à-dire, j'apprenais des monologues comme ça et ça surprenait tout le monde et voilà. Et le jour où je monte sur l'estrade de l'école primaire, hein, c'était pas non plus une scène, mais bon, voilà, façon de parler, Ça on compte, fait ça le compte. spectacle de fin d'année. Et ouais. Eh bien, il se passe quelque chose d'hallucinant, c'est que moi, je me sens super à l'aise, je m'exprime bien, j'ai hyper bien retenu mon texte, comme je le disais. Enfin, voilà, il y a un truc hyper fluide. Et ma mère, déjà, a halluciné. Elle m'a dit après ça, franchement, tu as vraiment quelque chose t'as vraiment quelque chose pour ça, pour la scène, pour la prise de parole. Et pareil, des parents sont venus me dire, je me souviens, une mère d'élève est venue me dire, t'es vraiment douée, quoi. On a envie de te regarder quand tu t'exprimes, c'est agréable, voilà. Enfin, en gros, que j'avais du charisme, quoi, que la petite fille qui avait tellement été timide et mal dans sa peau, et voilà, en CM2, je sais pas quel âge on a, peut-être moins de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Ouais, Enfin voilà, en on a tout cas, 9 ans, ouais. la petite fille de cette époque, elle réalise qu'elle a des atouts, en fait, et celui-là en fait partie. Et voilà. Et d'ailleurs, j'avais adoré cette année ou ces 2 années, je crois que c'était peut-être 2 ans de cours de théâtre où on avait de la relaxation. D'ailleurs, c'est marrant, c'est des choses avec le temps, quand j'ai débarqué dans tout ce milieu des approches de santé naturelle. Voilà, on faisait quelque part un peu de sophrologie déjà. Nous, avant chaque cours de théâtre, parce que forcément, tu as des enfants, ils sont agités, ils ont passé une journée, c'était après les cours, donc ça demandait d'être concentré. Et je me souviens très bien qu'on utilisait tout ça, qu'on s'enfonçait dans le sable. Voilà, on avait vraiment on faisait de la relaxation en début, en fin de cours, et c'était génial. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup appris sur moi-même. Et cette première scène, elle était à ce moment-là. Et après, j'ai envie de dire que j'ai pas continué le théâtre, j'ai pas été après pendant toute une enfance vraiment sur les planches, mais dès que j'avais l'occasion de monter sur scène, par exemple pour chanter, bah, c'est ce que j'ai fait. Et donc en troisième, il y avait un spectacle de fin d'année, j'ai chanté Stand By Me, d'ailleurs pieds nus. Je sais pas pourquoi, je trouvais plus mes chaussures, j'avais dû monter sur scène pieds nus, avec voilà, avec une autre nana qui m'accompagnait. Enfin, voilà, il y a plein de moments où je me suis mise à monter sur scène, à chanter, à présenter des trucs. J'étais déléguée de niveau aussi en troisième, donc je représentais tous les délégués en fait. Donc j'ai eu des moments où de nouveau je me mettais à prendre la Ouais. parole en public, à être voilà pour ces À sujets qui avaient du sens t'exprimer. pour moi, à Ouais. m'exprimer, ouais. C'est ce que tu fais beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est voilà, c'est peut-être né de Ouais, ce c'était goût-là déjà un fil de rouge. Ouais. et Bah, en fait, c'est marrant parce qu'on peut être, tu vois, moi, je j'ai pas l'impression dans la vie d'être quelqu'un d'exubérante. Quand on me connaît bien, je suis pas quelqu'un dans les dîners qui parle, enfin, je peux parler évidemment, il y a pas de problème, hein, mais je suis pas quelqu'un qui prend l'attention sur elle nécessairement. Hem, En fait, je peux être très discrète, mais en même temps, on me donne un micro depuis toujours et une scène. ouais, Façon de parler, et la scène, hein, clac. juste un endroit où on est un peu, Ouais, ouais. voilà, de face aux Mmh, autres. Et voilà, il se passe quelque chose en effet. Donc ça a toujours été présent. mmh, écoute. Et ton premier concert justement, tu t'en souviens? Bah, je dirais, ouais, je dirais peut-être celui-là en troisième. Alors après, tu sais, ma mère, elle m'emmenait, en fait, on avait un deal pendant l'été, c'est qu'on partait à l'étranger, on allait, c'était pas des clubs med, mais c'était des hôtels clubs un petit peu où il y avait des jeunes, il y avait, et donc Mmh, ma mère, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un jour des visites, des excursions, voilà, aller découvrir le pays, et une journée où j'étais avec les jeunes et cetera. Et donc souvent, on prévoyait des spectacles et j'ai dû déjà chanter,
me souviens que j'ai chanté très, très faux un jour, une chanson d'Axel Red. Je sais pas quel âge j'avais, mais c'était une catastrophe et je pourrais même plus dire laquelle c'est, mais c'était, voilà, parce que moi, j'ai vraiment une voix, plutôt grave, plutôt alto. J'ai fait de la chorale, c'était vraiment alto et là, c'était un truc de soprano, quoi. C'était pas voilà, donc je m'étais pas ridiculisée parce que j'ai pas envie d'avoir cette vision-là de toutes les fois où j'ai tenté quelque chose, mais il y a eu plein de moments comme ça, ouais, où j'ai tenté et je suivais un peu les gens aussi dans: «Ah bah tiens, ça tirait bien ça» et en fait, voilà, ça pouvait être une catastrophe, mais c'était pas grave, je l'avais fait. Ton premier voyage à l'étranger? Bah, que j'ai le souvenir du Sénégal où je suis partie avec ma mère, d'ailleurs c'était, j'ai eu mes règles pour la première fois là-bas, donc j'avais 12 ans et j'ai passé un été, on a passé 3 semaines au Sénégal et c'était vraiment incroyable et je me souviens qu'un jour, on doit partir en 4x4 toute la journée, bah, je me réveille, en fait, le matin et là, j du sang partout et j'appelle ma mère et: «Ah mais ma fille, ça y est!» Et c'était hallucinant, Eh mais oui. sauf qu'on a passé la journée tu vois, je crois qu'on suivait la route du Paris-Dakar, donc la partie au Sénégal, voilà, à faire de la route dans les dunes, tu sais, à sauter Mmh. toute la journée. En Ouais, le fait, pire moment pour, son premier jour de le lune. pire moment où Ouais, tu as tes ouais, premiers jours de règles, mais ouais. mais c'est un souvenir incroyable. Hem et d'ailleurs, j'ai tout de suite moi, c'est vrai qu'avec ces éléments-là dans ma vie de femme, mais j'ai toujours été tellement à l'aise et je pense que je peux remercier ma mère pour ça, de m'avoir, rendue si à l'aise avec ces sujets-là, la sexualité, le rapport à mon corps, à mon sang, voilà, c'était très naturel donc c'est qu'elle a dû m'amener ça. Elle m'avait déjà expliqué, mais en fait, quand c'est arrivé, j'étais tout de suite très à l'aise avec ça, quoi. Juste que c'était, un peu, au début, puis la toute première fois, en général, c'est un peu impressionnant. Hem, Bien sûr. mais Bah voilà, mais oui, c'était, c'est quelque chose que ouais. nous, les femmes, on appréhende, dont on se demande quand est-ce que ça va arriver, comment, et cetera. On s'imagine. Je sais pas si tu as eu ça, mais tu sais, l'angoisse même de Non, j'ai pas eu s'imaginer. ça. Moi, j'avais un peu l'angoisse, enfin, des autres, plus de me dire: «Ah, ça va arriver à l'école et puis il faut pas que j'ai un pantalon clair, si jamais», tu sais, de te Ouais. retrouver d'un coup au milieu au tableau et puis d'avoir, la tâche, qui n'arrive pas souvent, hein, mais il peut y avoir des trucs comme ça qu'on nous transmet. Moi, je sais que mes copines, elles avaient peur de ça, tu vois? Mais surtout qu'en fait, Ouais. on pourrait expliquer aux jeunes filles qu'en fait, tu le sens. C'est-à-dire que quand tu as alors à moins que ça se passe en pleine nuit, comme là, tu te réveilles, tu l'as pas senti parce que c'était dans ton sommeil, mais en fait, en général, même aujourd'hui quand on a nos règles, on sent quand ça va couler. C'est-à-dire c'est pas un Oui. truc qu'on sent pas dans le corps, en fait. C'est quelque chose où on a le temps. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on peut, alors évidemment parce que ça fait longtemps qu'on a nos règles, donc on a expérimenté, mais on peut vraiment sentir quand c'est en train d'arriver et donc voilà, aller aux toilettes et peut-être dire ça aux jeunes filles qui ont trop peur, comme tu le disais, du pantacourt blanc qu'elles vont mettre à l'école Ouais. ce jour-là. Mais en fait, voilà, on sent quand même je sais pas, pour moi, j'ai ce truc où on le sent descendre, quoi. Mmh. Oui, oui, c'est sûr, parce que c'est quand on est bien connecté à soi, c'est toujours pareil, on sent les choses et parfois Aussi, un peu bien moins sûr, quand on est trop dans la tête, tu vois, du coup. OK. Ta c'est clair. première ivresse, est-ce que tu t'en souviens? Ta première cuite ou la fois où tu as un peu trop bu pour la première fois? J'ai, au lycée, on a fait une énorme alors encore avec des correspondants, cette fois ils étaient espagnols. On était en seconde et ma meilleure amie, Aude, qui est toujours une de mes meilleures amies, avait un appartement dans le 6e arrondissement, juste en face du jardin du Luxembourg, parce que j'ai été au lycée, dans le 6e arrondissement, donc quartier très bourgeois, et Mmh. elle a un superbe appartement à elle, donc on invite tous les correspondants. Ses parents nous ont laissé l'appart. On se retrouve à boire. Alors moi, j'avais des copines de l'époque qui étaient vraiment le binge drinking, c'est-à-dire que genre elle buvait mais à la bouteille comme ça. Et moi, j'avais toujours un petit côté où j'étais quand même assez. Elle disait d'ailleurs, ah bah c'est Nathalie qui nous gère. Elle connaît un peu ses limites, tu vois. Donc moi, déjà à 15 ans, je connaissais un peu mes limites. Mais ce jour-là, je suis le truc et je bois, donc elles me font boire, on boit beaucoup des grosses quantités et il y avait un correspondant espagnol qui avait roulé un joint et il me l'a passé et en fait, j'ai fumé et là,
Je me Mauvaise suis idée. éclatée par terre La et j'ai mauvaise idée. fini, je me souviens très, très bien, enfin, j'ai passé quand même déjà 2 heures au-dessus des chiottes. Genre, je pouvais plus bouger de au-dessus des toilettes de chez Ouais. ma pote et en fait, il faut savoir que ce jour-là, Aude, elle est passée par son balcon. C'est-à-dire qu'elle était au premier étage, heureusement, mais elle s'est quand même cassé la cheville et donc ce qui s'est passé, c'est que moi, on m'a transportée dans sa chambre, donc j'étais allongée à moitié, en coma éthylique, et on a porté Aude à côté qui hurle à la mort parce qu'elle vient de tomber de son balcon et qu'elle s'est pété la cheville et qu'en fait et moi je vomissais encore mais à côté de son lit, enfin bon. Et donc nous qui étions les organisatrices de cette soirée, je peux te dire qu'on s'est Ouais, fait mais défoncer. Bon, m'étonnes. Aude a fini à l'hosto. Moi, ses parents ont plus voulu que je la fréquente. Ils disaient que j'avais une mauvaise influence sur leur fille à l'époque, etc. Et voilà, on n'a pas pu. Et pendant d'ailleurs toute cette année de seconde, on a été vraiment les Roméo et Juliette toutes les deux parce qu'on était mais à fond. Nos parents voulaient plus qu'on se voit et donc on était au contraire, ça a renforcé notre histoire. Je sais pas si tu vois les skyblogs, tu sais les blogs de l'époque Ouais. qu'on avait tous. Bon bah moi, Aude, c'était voilà, j'écrivais des choses entières sur elle et tout. Et il y avait ouais, vraiment les amours forts aussi de nos copines adolescentes. Enfin, il y a un truc très très fort, comme on aime quand on est adolescente. Et, Mmh. euh, Et et tout est putain, ça plus avait fort à mal fini cette l'adolescence. histoire. Tout est plus Ouais, fort, tout non, à est plus fort. l'adolescence. Voilà, derrière les premières, enfin, tout est excessif et à fleur de peau. Tu fais aussi les joies et les peines, j'ai envie de te dire, de Complètement. l'adolescence. Ta première colère, t'as dit, parce que je sais que tu en parles des colères, même si parfois c'est un sujet qui est pas, ou une émotion qui est un peu refoulée par la société. Moi, je crois que c'est dur de pas être en colère Non, parfois pas dans ce chez monde, moi. mais Non, voilà, pas chez mais moi. est-ce que tu te souviens de ta première colère ou Ouais, ou bah de... de ma première, je sais pas, mais de mes colères contre ma mère, je m'en souviens. Mais alors, moi, j'ai été tellement en colère contre ma mère. J'ai tellement hurlé contre ma mère, mais c'est un point, on peut pas imaginer à quel point, je sais pas si toutes les adolescentes s'autorisent à hurler comme ça, mais je pense que à l'époque, tout ce que me disait ma mère de limiter, de non, non, c'est pas possible, reviens à la réalité, non, on peut pas avoir ça. Enfin, peut-être toutes ces croyances limitantes, moi, j'en vomissais, quoi. Je pouvais pas accepter ça et j'ai eu comme une rébellion, mais un instinct de survie de me dire: «Mais non, non, je vais refuser en bloc tout ça» et ma mère, répète encore aujourd'hui à quel point, elle en a pris mais tellement plein la gueule par moi et ça a été très, très difficile, pendant toute l'adolescence. Elle pleurait dans sa chambre, alors après évidemment, hein, je suis pas juste la grande méchante et elle la grande gentille. Il y a un truc qu'elle portait qui, moi, me crispait au plus haut point. Et c'est pas. Voilà. Et j'avais le droit. Et je pense que d'ailleurs, grâce à ça, grâce au fait d'avoir vraiment à ce point-là dit non, bah, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui le dit. Elle a eu un fils, au contraire, qui a pas été très difficile. Mon frère, c'était pas un adolescent difficile. Mais par contre, aujourd'hui, voilà, il n'est pas devenu peut-être. Bah, rapidement l'homme qu'elle voulait qu'il devienne, alors que moi, elle me voit aujourd'hui, elle dit: «Non mais juste ma fille, c'est-à-dire que j'aurais plus jamais de toute ma vie une inquiétude pour elle», alors que ma mère est quelqu'un de très inquiet. Mais, elle m'a tellement vue, prendre les meilleures décisions pour moi-même dans ma vie qu'elle me fait une confiance Elle est absolue. fière de toi. Ah mais elle est hyper fière de Ouais. moi, c'est-à-dire je pense qu'elle hallucine du parcours que j'ai pu avoir par la suite, à quel point justement, bah, ce que j'ai fait vivre en fait, c'était possible. Hem et moi, j'interprète ça comme ça avec le recul. Je me dis que ma mère, elle, bah, aujourd'hui, bah, la connaissant aussi, hein, avec toutes ses œillères sur beaucoup de sujets et toutes ses visions un petit peu limitées et ses idées reçues, elle avait juste, voilà, elle avançait avec ses limites et moi, je refusais voilà, qu'on De m'inculque ces subir ça, ouais. limites-là. Mmh. Et voilà, et c'était. Alors, hurler ne m'a servi à rien, juste à me fatiguer beaucoup, à faire peur à beaucoup de mon entourage, parce que même mon père me dit aujourd'hui que quand il venait me chercher pour le week-end et qu'il m'entendait hurler, il me disait, bon, mon père est un peu particulier, hein, mais il me dit, mais moi j'avais peur que tu deviennes mais folle, quoi, parce que Folle, vraiment ça ouais. pouvait être Mmh. impressionnant, ma capacité à hurler. Voilà, donc je me suis beaucoup calmée, hein, je suis plus du tout. Je peux être en colère, hein, carrément, il y a pas de problème avec ça. Et contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas de souci avec la colère. Pour moi, c'est pas du tout Mmh. quelque chose de pas digne d'être accepté. Enfin voilà, quand je suis en colère, je suis en colère. Mais des colères comme j'ai connues adolescente, j'en ai jamais plus eu, hein. Même hurler comme ça s'est jamais plus produit. Mais je dirais que ça a été des années.
peut-être fondatrice, en même temps assez flippante parce qu'on a beaucoup cassé de vaisselle dans notre dans notre buffet. Ma mère surtout qui en pouvait plus, donc il prenait les assiettes et qui les cassait par terre et voilà. Et mon frère aussi a beaucoup flippé, de se dire: «Mais en fait, je vis avec 2 hystériques, Ouais. et 2 furies» et pour lui, ça a pas été simple, je pense de subir aussi tout ça, mais bon, très vite en tout cas, apparemment ma mère a un souvenir où je pars en Grèce avec, des amis, un couple d'amis, j'étais très amie avec leur fille. Je passe, 3 semaines, un mois avec eux et en revenant, j'ai écrit une lettre à ma mère, apparemment ça c'est ses souvenirs, où je lui dis à quel point c'est la meilleure, mère que j'aurais pu avoir et cetera et en fait, elle m'a dit après ça, tout était fini. Après ça, c'était, on était bien. Heu donc je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'était un couple de psy les 2, donc je sais pas ce qu'ils m'ont fait une inception On fait de pendant un mois, l'hypnose, mais ouais, c'est ça. c'est ça. Mais je suis rentrée et ça s pour ma mère, en tout cas dans ses souvenirs, à partir de là, ça s'est bien passé et puis comme je l'ai dit, je suis partie très tôt de chez elle, j'étais très vite indépendante donc après, moi dès que j'ai vécu en dehors de chez ma mère, ça s'est bien passé en fait. Ouais, C'est c'était marrant comme ça parce si tu que étais, mmh, étouffée par, ses propres limites à elle et que tu ouais, je pense. ça te faisait une peut-être peur et une colère monstre parce que tu ouais. Mmh. Ouais, il était hors de question de se laisser, dominer ou affranchir ou limiter par quelque chose qu'on n'a pas choisi et d'ailleurs dans la vie aujourd'hui, c'est encore ça, c'est-à-dire, Ouais. rien de l'extérieur ne peut, on va dire, avoir, des répercussions sur moi si c'est pas OK pour moi donc je rejette vraiment très fermement beaucoup de choses dans la vie, des gens avec lesquels ça fonctionne pas non plus. Enfin, c'est-à-dire que moi je pense que tout le monde, il y a du bon en chacun, mais moi, je suis très affinitaire. C'est-à-dire que je suis vraiment une femme qui vibre avec des gens et pas du tout avec d'autres. Et comme je l'ai dit dans un post récemment, je peux être la femme la plus ouverte du monde comme la plus fermée. Vous pourriez me trouver la plus sympa de la Terre comme vraiment la nana la moins accessible. Enfin, il y a vraiment des fois où c'est non. Et quand c'est non, c'est non. Donc, je me justifie pas trop de ça. Je m'en fous, en fait. Ouais, mais tu as bien Mais je suis raison. très entière là-dedans. OK. Ouais, mais tu as bien raison, la vie est trop courte, comme on se le disait pour, on peut pas être, la sélection, c'est important de savoir ce qui nous fait du bien et ce qui, au contraire, va nous prendre de l'énergie ou du temps ou nos Ouais, ouais complètement. et ouais. Ta 1re cigarette, tu me l'as dit, je crois, bon, c'est un peu cliché, mais tu sais quoi, vers Ouais, l'adolescence 15 ans. aussi, ouais, les premières fois, OK. Ton premier poème, est-ce qu'il y a un poème ou un livre qui t'a touché, enfant ou ado? Mon premier poème, hem, bah, après moi je parlais d'Harry Potter tout à l'heure qui est quand même un livre qui m'a beaucoup marqué. On va en Est-ce que reparler j'ai parce un qu'effectivement, j'ai envie de souvenir, parler de magie avec toi, mmh. j'ai pas de souvenir d'un livre de poésie. Après c'est vrai qu'on nous faisait apprendre des poésies à l'école, hem, Liberté, j'écris ton nom, je sais plus qui écrit ça, Ouais, mais Paul Éluard, je crois, ouais, Paul Éluard, ouais, je crois que semble. c'est ça. Ouais, la liberté. Femme libre, justement, ça je reviendrai, je te plutôt sur, on va parler de plein de choses déjà. Quelle première fois je t'ai pas demandé, ton premier job, tu me l'as dit, c'était, le journaliste, Ouais, c'est ça, c'est ça? exactement. Ton 1er ta première interview, tu Ma t'en souviens? première interview, ouais, ouais, je m'en souviens, c'est un mec qui était passeur d'âme, je pourrais plus te dire son nom, mais il avait un nom, Raymond Lafeuille ou je sais plus, enfin voilà, un nom particulier Passeur d'âme et déjà, j'avais c'est intéressant. Quand tu ouais, évoques, c'est pas le ma première interview, ça a été quand même tout de suite spirituel et Raymond Lafeuille, je crois que c'est ça et j'avais lu son bouquin et j'avais halluciné. Je connaissais rien à l'âme, enfin, je m'étais jamais posé des questions autour de ça et j'ai vraiment, vraiment halluciné du parcours de ce mec et de ce qu'il faisait et je me souviens que c'était tellement un personnage aussi quand je l'ai rencontré, que je l'ai reçu à la radio. Hem, voilà, donc tout c'est vrai que ça a été quand même assez rapidement vers ces sujets-là aussi, spirituels. bah, j'imagine que sur, Radio Messine Douce, tu as dû beaucoup apprendre, de tes échanges et de ces rencontres, passionnantes que tu as pu faire aussi? Ouais, complètement. Énormément. Bah, ça a été une école accélérée, c'est clair. Et ouais. Mmh. Ta première fois avec un garçon, la première fois où tu as fait l'amour? Hem, c'est marrant, moi, je répondrais pas en une fois parce que j'ai pas eu l'impression de faire l'amour, j'ai pas eu l'impression d'un premier en fait. J'ai eu l'impression d'une période avec beaucoup de premières fois.
mais pas d'un premier garçon avec lequel faire des choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je replace ce qu'est vraiment la sexualité, pour moi, toute expérience autour de la Mmh. sexualité, c'est-à-dire même sans pénétration, mais de Oui, se coucher l'érotisme, avec un oui, garçon, ouais. Mmh, voilà, de dormir avec des garçons, mmh. voilà, de vivre ses premières expériences à ce niveau-là, c'était déjà des premières fois en soi. Et j'ai pas un garçon qui a été marquant pour cette première fois. Par contre, j'ai un souvenir de mon premier orgasme partagé avec Ouais. un garçon qui d'ailleurs, lui, faisait sa première fois. Je crois qu'on avait à peu près 17 ans. Et, voilà. Et moi, d'ailleurs, j'ai trouvé ça. Alors, avec le temps, en parlant aux femmes, en voyant à quel point aussi il y a des femmes aujourd'hui euh, à 30-40 ans qui n'ont jamais connu cette expérience-là de l'orgasme, moi, c'est vrai que c'était quand même assez présent depuis mon plus jeune âge, de savoir quoi faire, comment accompagner un homme à justement lui faire comprendre comment mon plaisir fonctionnait. Et c'était quand même déjà hyper présent et j'étais hyper à l'aise avec ça. Donc, ouais, ça, je m'en souviens bien. Et après, la première fois, c'était plutôt, on va dire, dilué sur une période. Oui, c'était plusieurs petites premières fois, l'apprentissage Exactement. du corps, en fait, aussi des Ouais, sensations, tout à des fait. ressentis. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, et je trouve qu'on l'a perdu un peu avec l'âge, malheureusement, c'est que même parfois quelqu'un t'effleurait, tu vois le bras, ou moi, j'écrivais aussi comme toi, j'avais un journal intime et je pouvais écrire, il s'est assis à côté de moi dans le bus. Et rien que ça, tu vois, ça me procurait beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions, quoi, parce que il y avait son odeur, ou parce que voilà, nos bras s'étaient effleurés, ou nos mains, il a posé sa main sur la mienne, et c'était d'un coup un monde, le monde amoureux C'est qui clair. s'ouvrait tout entier, et c'était intense, en fait. Et ça fait partie, je crois, de ce que tu dis, de l'érotisme, et donc d'une partie de la sexualité, même si elle est très douce. Donc ton premier orgasme, c'était ça, c'était à partager, là, c'est pareil, tu m'as dit partager. Ouais, partagé, ouais. Ouais, mon premier orgasme, je l'ai vécu toute seule. J'avais 12 ans et je découvre 12-13 ans, je crois, plutôt 13 ans. Et en fait, j'étais dans un jacuzzi et je me suis assise sans faire exprès, tu vois, sur un jet où je sais pas si j'avais vraiment conscience, mais en tout cas, j'ai senti un truc dans mon corps et j'ai fait, mais putain, il y a un truc qui vient d'exploser, quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Genre, j'ai l'impression d'avoir perdu un organe qui était descendu ou je sais pas. Ah ouais, Voilà, ah oui, ça a fait vraiment. un choc. Bah, la première fois qu'on ressent ça quand même, c'est un sacré choc, hein, et Ouais. hem et en fait, ouais, je d'ailleurs aux femmes qui me disent: «Je ne sais pas si un jour j'ai joui ou pas dans ma vie», en général, je leur réponds: «Je pense que si tu avais joué, Tu tu le sais, saurais parce que c'est quand même ouais. difficile de pas savoir que c'est ça». Même si on l'a jamais vécu avant, on sait que c'est ça. En tout cas, voilà, moi j'ai mis, quelques minutes, secondes à réaliser qu'en fait c'était ça qui venait de se passer et pas une descente d'organes et après, ouais, premier orgasme partagé comme je viens de le dire, mais c'est vrai que Ouais. du coup, c'était très facile pour moi l'accès à ça parce que j'ai réalisé que, voilà, enfin, même, il y a beaucoup de jeunes femmes qui partagent ça. Enfin, moi, avec mes copines, en tout cas adolescentes, on pouvait parler de se caresser avec le pommeau de douche, tu vois, d'utiliser des choses comme Bien ça. sûr. Et ouais, c'est vrai que du coup, comme j'avais eu cette première expérience, bah, moi, j'ai réitéré l'expérience pendant longtemps. Et voilà, et j'ai eu accès à ça, au plaisir, mais de manière, je pense que c'était tellement dans ma famille, justement, il n'y avait pas de Naturel? tabou, il y avait quelque chose, ouais, Ouais. voilà, c'était très naturel. L'accès à la sexualité. Mes parents, même Ouais. s'ils n'ont pas Mmh. eu dans leur relation beaucoup d'éléments qui marchaient bien, leur sexualité a toujours été très, très épanouissante. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils m'ont tous les 2 raconté de leur vie à 2. C'était Mmh. leur érotisme, leur lien au corps, le plaisir partagé qu'ils prenaient ensemble. Voilà, donc Bah, ils te l'ont c'est quand on transmis vient en de tout là, cas, ouais. ouais, Ouais, ils t'ont voilà, quand on vient transmis de là, je ça, pense ça que c'est ça chouette. joue. Et est-ce que tu aurais un conseil justement peut-être à donner aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent pour accéder à plus de jouissance? Alors, que ce soit sexuel ou par le corps, mais en général dans la vie, un petit truc qui fait que les barrières, elles tombent et qu'en fait, il y a tellement de moyens de jouir et de façons de jouir, il y en a qui n'y arrivent pas, tu vois, quand on se sent un peu à côté de ça. Bah, moi, je dirais que c'est de développer en soi, tu vois, un rapport à ce qui nous fait de l'effet, à ce qui suscite en nous du désir. En fait, il peut y avoir avec cette notion du désir, de l'idée que c'est pas bien, qu'on est censé avoir du désir pour peut-être un être sur terre ou tu vois? Enfin, il y a ce truc où le désir, il est souvent un peu, retenu, Mmh. on va dire, maîtrisé et alors que le désir, c'est quelque chose de Ouais, vivant qui doit s'exprimer et donc ouais, déjà de OK. développer cette Mmh. capacité à ressentir du désir pour les choses, pour les êtres, tu vois, les sensations, la joie
dehors, la rivière qui brille avec le soleil et tout, hem, tu vois, le vent, enfin, moi, d'être dans un rapport de sensualité au monde, plus globalement, c'est-à-dire, pour moi, le plaisir, il est à chaque instant, comment tu vois, je prends les choses à l'extérieur comme des biais qui peuvent m'apporter du plaisir. Je ne m'interdis absolument pas le désir de beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de voilà, même de rencontres, intellectuelles, littéraires, enfin même des choses parfois on rencontre un livre, on vit un moment, voilà, très fort de connexion à soi, quand on regarde certains films, on est même parfois le film de Noël un peu bateau, mais qui va, je sais pas, nous provoquer un truc, donc voilà, de se laisser aller aussi à des sources, d'art, de création, des choses qui viennent susciter chez nous, une ouverture en fait. Et voilà, il y a plein de choses, le monde extérieur en provoque, la nature en provoque, de développer un rapport de sensualité, aux êtres, au monde et de pas avoir peur de ça, en fait, de pas avoir peur de votre, hem, on va dire de cette capacité de sensualité à l'intérieur de chacun, dont qu'on retient souvent parce que je pense que c'est mal vu, malvenu, mais voilà, mais au contraire d'autoriser à ce que ça puisse vraiment circuler et vous laisser aller à ce qui suscite, votre désir, votre attention, vous faire confiance, en fait. Ouais, peut-être s'autoriser à ressentir, en fait, à tout ressentir et à voir à quel Ouais, point nos perceptions, elles nous apportent, 1000 et un sens et c'est vrai que je trouve que tu incarnes beaucoup l'expérience de la sensorialité même, tu vois, de ça. Tu en tout cas, c'est ce que tu vibres et c'est ce qui me fait aussi vibrer, chez toi et c'est vrai que, bah, voilà, tu incarnes la femme libre qui s'autorise, qui a utilisé aussi la colère peut-être pour se placer elle-même dans la vie et faire ses propres choix, qui est connectée à son corps, qui est connectée à la nature, qui travaille sur les croyances. En fait, si tu veux, pour moi, tout ça, c'est quand même très représentatif de l'archétype de la sorcière, en fait, de la femme justement en fait, qui est libre, libre d'être qui elle est, libre de penser, libre avec son corps, libre d'aimer, et en même temps qui se sert de tout ça pour aller mieux, pour guérir et pour inviter vibratoirement les autres aussi à trouver leur essence, comme tu le disais au début. Je ne sais pas toi comment tu résonnes avec ces mots-là, avec cet archétype de la sorcière. Je sais aussi que tu fais des rituels. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots? Comme là, on est au début d'année aussi. C'est le moment où on fait des vœux, où on fait des souhaits, les fameuses résolutions, qui, moi, je préfère appeler ça des vœux. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de ouais. vivre, qu'est-ce qu'on a envie de se créer comme vie et comme rêve, concrètement. Quelles sont, toi, tes façons de... Comment tu rentres en résonance avec ça et si tu as des choses à partager? Bah, déjà, moi, je me viens, les mots, d'Odile Chabriac dans son livre «Âme de sorcière» qui va dire que souvent les sorcières, c'était un peu des femmes du trop et moi, je suis carrément une femme du trop à plein de niveaux. C'est-à-dire, non pas que je me trouve trop, hein, mais que je suis, voilà, je suis tellement intense, je suis tellement, débordante de vie. Enfin, tout est beaucoup chez moi, tout est trop, tout est excès et cette phrase, quand elle me l'a, transmise, je l'ai trouvée tellement vraie, c'est-à-dire, voilà, ce truc un peu intense, extrême, et chez moi, ça a toujours été ça, donc c'est clair qu'on m'aurait mis, quelques siècles avant, que j'aurais sûrement été une femme, trop libre, trop rebelle, enfin voilà, il y a vraiment ces notions-là. Hem, la question de la sorcière, pour moi, déjà, elle ramène la question hem, de la culture de femme dans laquelle on évolue. C'est-à-dire que, quand on est femme, pour moi, on doit s'enrichir de la culture de notre genre et être née femme n'est pas la même expérience, évidemment, que celle de naître homme et évidemment, pour notre génération, mais pas que pour notre génération, pour toutes les femmes qui nous ont précédées et donc pour moi, ça a été de développer, hein, et dès mon plus jeune âge, parce que je lisais, Simone de Beauvoir à 16 ans, de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est joué pour les femmes qui m'ont précédée et qu'est-ce que c'est comme enjeu, que de naître au monde en 1990 quand on est une femme. Donc voilà, ces questions-là m'ont quand même assez, passionnée, fascinée et la question de la sorcière, c'est-à-dire de la femme, qui, prend conscience de son pouvoir, et donc de son pouvoir. Alors, il peut y avoir un côté un peu ensorcelant chez la sorcière, hem qui alors, c'est vrai que les femmes, on peut les imaginer depuis l'origine des temps, d'ailleurs, c'est comme les hommes aussi nous taxent un peu d'être, c'est-à-dire des ensorceleuses, tentatrices et cetera. C'est vraiment quelque chose que je rejette en tout point, mais après, il y a chez la femme quelque chose,
de l'ordre de l'impalpable, du mystérieux, ouais, c'est-à-dire que une femme qui est au contact de son pouvoir, pour moi, alors déjà, rien que le pouvoir d'accueillir la vie en nous, hein, il y a pas besoin de Mmh. chercher beaucoup d'autres choses pour, comprendre que nous sommes absolument magiques. Enfin, j'ai pas besoin de voir, des centaines de femmes, enfin, je vois quotidiennement même mes amis, enfin, énormément de femmes autour de moi qui donnent la vie. Je ne suis jamais, hem dans ce rapport où je me dis: «Bah oui, c'est la normalité, les femmes donnent la vie et puis c'est tout». Non, pour moi, c'est toujours un miracle, en fait, qu'on puisse porter dans nos corps la vie qui se crée. Enfin, c'est complètement un miracle. Donc déjà ça fait de nous des êtres magiques, en fait. C'est déjà de par cette posture-là, nous sommes sacrés. Il y a quelque chose, même si une femme ne met jamais d'enfant au monde, comme elle a cette capacité-là, elle est sacrée. Et pour moi, je rapproche cet instinct-là de la fécondité, c'est-à-dire d'être au contact aussi de tout cet espace où on crée, en fait, et on crée la vie, mais la vie, elle passe par nos projets, elle passe par nos désirs, elle passe par beaucoup de choses, et pas que par des enfants qui viennent au monde. Donc, je dirais que je suis connectée à ça depuis toujours. Et non, je n'ai pas, alors, je trouve ça rigolo, les livres de rituels. Il y en a un d'ailleurs que j'ai lu récemment de Tiffen Tin, un livre qui est sorti chez Le Duc. Je sais, j'ai pas le titre exact, mais bon, elle, voilà, elle a toujours été, sa grand-mère, je crois, était sorcière, lui a transmis des rituels de sorcière, et il y a vraiment des potions magiques pour faire tomber quelqu'un amoureux. Voilà, dans son livre, il y a tout. Euh, je ne pratique pas vraiment de rituel d'allumer une bougie verte à la pleine lune pour demander l'abondance. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que de croire qu'en fait, justement, les choses vont venir de l'extérieur, pour moi, est un élément trompeur. C'est-à-dire que quand on attend et qu'on appelle l'abondance à l'extérieur de nous, on n'a pas compris l'endroit même où venait se créer l'abondance, c'est-à-dire en nous. Et donc, il y a beaucoup et je pense qu'on peut le comprendre intellectuellement, mais dans ce milieu de la spiritualité, je repasse mon temps à dire aux gens à quel point non, il n'y a pas j'enclenche les choses. Il y a une dame qui me disait l'autre fois: «Oui, mais quand on plante une graine, il y a toujours la question du soleil. Est-ce que le soleil va briller, va faire pousser ma graine?» Je dis: «Non, mais s'il n'y a pas de soleil, tu achètes des lampes de luminothérapie et tu le colles à ta graine et tu la fais grandir quand même». Pour moi, il ne faut pas rendre à l'extérieur le pouvoir de nous apporter quelque chose qui est important pour nous de vivre. Et ça, déjà, pour moi, être une sorcière, c'est d'avoir compris ça. Donc, c'est pas forcément d'aller faire des rituels à l'extérieur de nous. Il y a des femmes qui ont besoin de ça, de faire des points avec elles-mêmes, etc. Chez moi, c'est pas forcément beaucoup le cas. Il y a un point que je fais avec moi-même, et puisque là, en début d'année, on vient de vivre cette transition, c'est clair que je fais chaque année mon bilan de l'année, et aussi voilà, une liste de vœux, comme tu le disais, à venir, mais voilà, des vœux qui sont vraiment, on va dire, connectés aux vœux de mon âme, en fait, et puis qui sont l'endroit où bah, je vais pouvoir ouais, mettre un petit peu en exergue des intentions que j'ai importantes pour l'année à venir. Après, est-ce que je regarde tous les ans si j'ai accompli mes vœux? Non. Voilà, c'est vraiment histoire de me positionner sur voilà ce à quoi je vais m'ouvrir. Mais en même temps, il y a tellement de choses dans la vie, moi, chaque année qui se passent, que je n'avais pas prévu, que j'aime bien aussi cette idée de Ouais. pas. Voilà, bien Heureusement, sûr qu'il peut y avoir des heureusement, ouais. intentions, mais en fait, la majorité des choses qui sont passées dans ma vie, je n'aurais jamais pu les mettre sur des listes d'intentions, parce que j'en avais absolument aucune idée. Et même de mes livres, comment je les écris, comment ils me traversent, comment c'est le moment à des instants T. Et voilà, je pourrais pas dire, par exemple, écrire un livre. Enfin, j'aurais jamais pu vraiment le projeter, ça, parce que c'est des choses qui viennent et c'est des fulgurances, et c'est maintenant qu'il faut le faire, comme me marier, tu vois. Jamais j'aurais pu me dire, alors dans ma liste, je vais me marier. Moi, c'est arrivé, mon mari m'a demandé en mariage le jour de ses 40 ans, le 16 mai, et on s'est marié le 21 août. Et voilà. Et j'adore que dans cette année-là, en 2020, je n'avais pas prévu de me marier. Alors juste, mais absolument pas, quoi. Enfin, c'était juste tellement hallucinant que j'ai dit, bah, c'est exactement comme j'aime vivre. Donc, tu vois, il y a cette part-là aussi où je voudrais vraiment laisser toujours à l'inconnu, à l'extérieur. Justement, pour moi, quand on laisse un endroit à l'extérieur, c'est l'endroit où on ne sait pas ce qui pourrait arriver, et cet endroit de surprise, d'inattendu. Et voilà. Et après, moi, sur mes objectifs de réussite, on va dire, assez concrètes, par exemple, imaginez que pour ma société, j'ai envie d'avoir 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. C'est des choses que je vais noter pour vraiment y mettre d'ailleurs mes paliers un petit peu mes paliers d'évolution. Mais j'aime aussi cet endroit où je vais avoir une pochette surprise et je vais pas savoir ce que ça contient. Et oui, bah, c'est le principe de la co-création de toute façon. Après,
on met à l'intérieur ce qu'on veut et puis la vie, elle nous apporte, je crois, de toute manière, des surprises en permanence et tant mieux. Mais il me Ouais. semblait quand même que tu faisais, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, des petits papiers ou un truc avec la rivière, quand même, tu vois, une intention, parce que bon, pour moi, le rituel, il sert de toute manière à souvent te reconnecter à toi, c'est-à-dire à tes propres intentions et à ton intimité et à ton Ouais, inconscient aussi, tu vois, c'est parfois aussi un moyen bien sûr. de dialogue Oui, c'est entre des actes un l'inconscient peu et l'inconscient. psychomagiques. Ouais, voilà, Ouais. moi je le vois vraiment comme ça, mais ça permet juste d'être en soi à fond et de se dire, OK, maintenant c'est ça que j'ai envie de vivre. Et voilà, c'est pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Je crois que c'est se l'autoriser, mais quand on n'a pas besoin forcément de ça, ou il y a peut-être d'autres moyens pour y accéder. Mais je sais pas pourquoi, il me semblait que tu faisais quand même un petit truc, un peu de début Bah, d'année. après, moi, je me suis formée en hypnose, j'ai bien conscience de tout ce que tu décris, c'est-à-dire des actes psychomagiques qui viennent informer et réinformer l'inconscient de ce dont on veut se délester et ce à quoi on veut laisser de la place. Donc ça, moi, j'ai un rapport à mon inconscient, je suis très en lien avec moi-même tout le temps. Donc ça, oui, en fait, s'il y a des fois, j'ai envie d'envoyer à mon inconscient le message que cette pensée-là ou cette croyance-là, c'est plus OK qu'elle existe en moi, je vais trouver une manière de le déchirer, mais tu vois, il y a pas, j'ai des pierres chez moi, j'ai plein de lithothérapie, de trucs, mais voilà, j'aurais peut-être pas ce côté qu'on peut voir aujourd'hui, où, alors même si ça m'arrive de brûler de la sauge et tout, en fait, tout ce que je vais te dire, je pourrais être contradictoire parce que je peux avoir ça aussi, mais le côté, un peu objet spirit, hem voilà, moi je crois qu'il y a un côté superficiel à ça aussi qui me plaît pas forcément. Voilà, l'ésotérisme, il peut y avoir ce truc. Il y a tellement de gens dans ce milieu qui en fait, accumulent des objets, des encens, des machins, et en fait qui n'en font rien dans leur vie, enfin, où il y a rien de concret, de palpable. C'est ça Oui, que c'est des voilà, je pense qu'on postures, peut c'est aussi se presque des perdre. postures. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais non, mais tu vas aujourd'hui à Bali, Mm. tu vas, au Mexique, tu vas je ne sais où, tu vois? Il y a vraiment ce côté, les touristes du spirituel, quoi. Le côté, je me balade avec mes quartz roses partout, j'ai tout compris à la vie, Ouais, ouais. voilà, et il y a cette posture-là qui peut, moi, ne pas du enfin, je ne me retrouve pas du tout là-dedans, et d'ailleurs, pour moi, on est juste des gens de comme tu le disais, c'était très bien dit, la spiritualité, c'est quelque chose de tellement, concret, en fait, que moi, je suis une femme de la vie, en fait, et j'ai pas besoin d'apparats qui vont montrer, voilà, que je suis quelqu'un qui a la foi, que je suis quelqu'un qui croit en sa magie intérieure. Enfin, j'ai pas besoin de le démontrer avec des choses, quoi. C'est là et je le fais de par mon travail et puis surtout de par l'incarnation de ce parcours qui est forcément hors du commun. Et quand on regarde déjà ce que j'ai pu accomplir en 11 ans dans ce parcours professionnel, etc., c'est hallucinant et parce que je me suis laissée guider. J'ai peut-être pas perdu beaucoup de temps à accumuler les quartz roses dans ma chambre, tu vois, pour attendre Ouais, l'amour, pour quoi. appeler Ouais, c'est ça. l'abondance, la sérénité, etc. Bah, je crois que ta magie, elle vient de là, Nathalie. Je crois que ta magie, elle vient du lien étroit, intime et intelligent, même que tu entretiens avec la vie, simplement. La vie en toi, la vie à l'extérieur de toi au Ouais. quotidien. Moi, je crois que la magie, c'est ça, c'est d'aller regarder qui on est et de rencontrer son pouvoir, de rencontrer ses talents, de changer ses croyances et de s'offrir le meilleur à chaque instant, quoi, que ce soit en regardant une rivière ou en achetant un super livre. Tiens, du coup, je Yes. l'ai là, le tien. C'est ton deuxième livre, c'est Mhm. ça d'ailleurs. Je voulais te demander ton premier livre, tout à l'heure, le premier livre que tu as écrit. Je crois que c'est le deuxième, celui-là. C'est le deuxième, ouais. Le premier, Bien c'est avant. Décider, je m'épouse. Voilà, et je trouve que, bah, en tout cas, dans tout ce que tu transmets, il y a de la magie. Donc, pour moi, tu es une sorcière moderne. Et comme tu le dis, que ce soit la spiritualité, que ce soit la magie, en fait, la liberté, c'est pas une posture et puis c'est pas un collier qu'on porte sur soi ou c'est pas un décor, en fait, mais c'est à l'intérieur et c'est ce qu'on vit vraiment et c'est ce Complètement. lien-là. Et c'est pour ça que moi, tu fais partie voilà, des femmes magiques et qui inspirent à connecter à sa propre magie. Donc, merci beaucoup pour ça. J'ai adoré ton livre, d'ailleurs. Je vous le conseille. Merci beaucoup. Moi, je l'adore, ce livre. Ouais, il est magique, Ah, je justement. suis Il fan. vibre fort. Et en plus, pour moi, si tu veux, voilà, il met aussi en avant tous ces paradoxes qu'on peut penser sur l'indépendance, la liberté, l'engagement. Au contraire, pour moi, s'engager, faire des choix, être engagé envers soi, envers l'autre ou envers la vie, c'est la liberté, en fait. Et la vraie, Ouais, tout à elle se fait. trouve là. Elle se trouve pas dans des postures ou dans des colères, dans des Mhm. réactions. Euh, voilà. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour
tout ce temps et cette belle transmission. Avec plaisir, Marie. Merci Est-ce pour ton que invitation. ouais, est-ce que pour finir, est-ce qu'il y a un mot qui te définit ou un mot qui vibre fort pour toi? Il y a beaucoup de Là, mais mots qui vibrent fort pour moi parce que, à l'instant T, hein, à l'instant T. Je sais bah, que ça change, mais à l'instant T, j'ai vraiment le mot, audace, tu vois, qui me vient parce qu'on parlait aussi des espèces parfois de modèles qu'on peut retrouver dans la spiritualité, c'est-à-dire, le modèle touriste à Bali, je porte un sarouel et j'ai tous mes cristaux autour du cou et je parle de chakras, tu vois, dès que je tombe sur un légume ou je ne sais quoi. Il y a ce côté-là où avoir l'audace d'être différent aussi, c'est-à-dire de pas toujours reprendre les codes de ce qui existe et savoir, quand nous, on arrive dans un n'importe quel milieu, domaine qui comprend ses propres codes, de pouvoir à chaque fois, bah, s'approprier ce qui va nous convenir, ce qui va nous parler, ce qui va résonner, mais aussi bien que de savoir rendre ce avec quoi on raisonne pas et de savoir y mettre aussi sa propre touche. Et je crois que ce qui fait l'audace, c'est de savoir, justement, j'avais une nana qui m'écrivait, qui me disait qu'elle a toujours fait des métiers qu'elle finissait par détester. Et là, je lui dis, tu fais quoi actuellement? Elle me dit, j'ai un salon de toilettage, mais je déteste parce que les gens laissent leurs animaux, on dirait l'usine, on n'a pas le temps pour eux, alors que moi, je suis pour là, j'aime le bien-être animal, etc. Et je me dis, mais en fait, il faudrait que tu aies l'audace de monter un centre de toilettage, justement, bien-être, en fait, holistique, où tu prendrais un ostéopathe pour animal, un acupuncteur, un masseur pour, enfin, ça existe aujourd'hui, tous ces corps de métier pour les bien sûr. animaux. Et je lui dis, tu montrais ça justement avec tes valeurs, parce que toi, dans ce Mmh. milieu-là, aujourd'hui, les valeurs telles qu'elles sont transmises ne te correspondent pas. Donc, autant avoir l'audace d'y mettre en fait ce qu'on est. Et peut-être que si elle sent qu'il y a des limites en fait dans mais moi c'est pas comme ça que j'ai envie de traiter les animaux, c'est pas comme ça que j'ai envie d'en prendre soin. Ouais. Bah justement, bah peut-être qu'il y a un truc qui résiste en elle parce qu'elle doit y mettre en fait ses codes et pas les codes de un salon de toilettage, faut faire du pas cher, faut que ce soit rapide, faut machin. Ça on s'en fout, ça c'est entre guillemets la réalité. Bah commencez à vous détacher de ce qu'on vous a toujours raconté comme étant la réalité et ayez l'audace de faire ce qui vibre pour vous et c'est pas le hasard face à n'importe quel domaine, métier, qu'on puisse ressentir que putain, mais là, il y a des limites. Bah ouais, parce qu'en fait, on a à y mettre ce qu'on est nous. Et c'est là où on enrichira le monde, c'est là où on enrichira l'humanité, et c'est là aussi où on se sentira profondément à nos places. Donc soyez audacieux et osez remettre en question les règles aussi pour y mettre les vôtres, parce qu'on en a vraiment besoin. Ouais, merci. C'est clair qu'on en a besoin. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, Marie.